Bien loin de l'image paradisiaque du bassin, l'enquête commence à 35 km d'Arcachon, dans le village de Salles, en pleine forêt, le samedi 26 mars 1994. Vers 15 h, quand un forestier découvre ici le corps d'une femme. J'ai vu le corps qui était dans un fossé, et le corps n'était pas immergé, il était dans l'eau. Comme posé à l'horizontale. En témoignent ces photos prises par les enquêteurs lors de la découverte du corps. On l'a retrouvée toute nue, il n'y a rien, on n'a pas trouvé ses affaires. Donc voilà, on n'a jamais su où était son sac, on n'a pas retrouvé les habits. On fait les lieux autour, il n'y a rien. Rien du tout. C'est ce qui nous choque, quoi. Un autre élément marquera profondément les gendarmes lors de l'autopsie. Et au moment où elle ouvre le corps, la surprise, c'est de voir qu'il y a un bébé. De suite, elle voit qu'il était viable, quoi. Ça a plombé l'ambiance dans la salle d'autopsie, je peux vous dire que... on s'attendait à tout sauf à ça, quoi. Autour de ce corps alors anonyme, les gendarmes enchaînent les prélèvements et les constatations. C'est un endroit très isolé où on peut imaginer que celui qui a déposé le corps connaissait l'endroit, parce que ce n'est pas un endroit où on va par hasard, mais en même temps, c'est un endroit accessible en voiture assez facilement et dont on peut partir très facilement. Quelques centaines de mètres à peine pour rejoindre la départementale voisine et l'autoroute A63 qui relie Bordeaux à l'Espagne. Il est très proche de la route. Ça a son importance parce que qui prend cette route? Si on prend dans le dossier, qui a pris cette route? C'est ça, c'est ce qu'on s'est posé comme question au début. Les premières réponses viennent-elles des médecins légistes. La victime a reçu un coup sur le sommet du crâne et son visage présente des stigmates. Elle avait un sillon qui partait entre les lèvres, comme ça. Les résultats de l'autopsie disent qu'elle aurait été asphyxiée. Alors, asphyxiée, effectivement, avec cette histoire, voilà, si elle a été bâillonnée, ça serait une asphyxie, mais forcément mécanique. Les gendarmes vérifient alors les signalements de personnes disparues. Ça va très vite après, ça va très vite. Elle a été signalée 15 jours avant. Inquiet de ne pas la trouver ici, chez elle, alors qu'ils lui ramènent à la fin du week-end leur petite fille. Mais si le couple est officiellement séparé, il continue à se fréquenter en cachette. Il reconnaît effectivement qu'il revoyait Nathalie, oui. Voilà. Mais lui, il était jaloux, en plus. Il était jaloux parce qu'il lui prêtait des... Je pense qu'il lui prêtait des amants alors que c'était ses copains à lui. Pour commencer, les gendarmes reconstituent l'emploi du temps de Nathalie. Le samedi 12 mars, la jeune femme enceinte de 8 mois quitte son appartement arcachonnais pour se rendre à pied à la gare. N'ayant pas le permis de conduire, elle prend le train pour la Teste de Buch. Un taxi l'emmène ensuite à la zone commerciale. Elle y travaillait comme serveuse dans une cafétéria, mais ce jour-là, elle se rend dans ce magasin pour acheter de la layette. Des vêtements pour bébé retrouvés dans son studio. Elle est donc bien rentrée à son domicile cet après-midi-là. Elle arrive chez elle sur les coups de 18 h et elle voit Christophe, elle croise Christophe et ils se disputent. Lui partira, la laissera là et il reviendra sur les coups de 22 h 30 une première fois, la porte est close, elle n'est pas là, en tout cas elle ne répond pas. Il reviendra vers 23 h 30, il reviendra plusieurs fois, 4 fois le dimanche avant de donner l'alerte. Mais Nathalie Espagné s'est volatilisée, à tel point que 5 jours après la découverte de son corps, les gendarmes lancent un appel à témoins. L'enquête a l'air de piétiner, donc là, il dit on va faire bouger, voir si quelqu'un l'a pas vu, quoi, parce que c'est quand même inquiétant, quoi. Elle est vue nulle part. Mais l'appel sera un échec. Aucun indice sur ce que Nathalie a pu faire de son samedi soir, le début d'une longue déconvenue. Pourtant, les gendarmes étudient plusieurs pistes. En premier, celle de Christophe, l'ex-conjoint, dernier à avoir vu Nathalie vivante, et le principal suspect. D'autant qu'il utilise à l'époque un 4x4, parfait, pensent les gendarmes, pour transporter le corps dans la forêt de Salles. Ce 4x4, on a fait des découvertes et on ne s'est jamais expliqué pourquoi il y avait un cheveu de Nathalie Espagné dans la benne, quoi. Ça, personne ne l'a expliqué. Alors effectivement, lui, il a une version qui est cohérente. Il dit, mais elle est montée dans le 4x4. Nous, on n'en a jamais
On n'a jamais pensé que Christophe y était pour quelque chose. Non, pas Christophe, c'est pas possible. Pour nous, impossible. 30 ans plus tard, Christophe n'a pas souhaité nous rencontrer, mais la fille qu'il a eue avec Nathalie a accepté de nous parler à visage caché. Mon papa m'a raconté ce que lui a vécu. Mon papa aura toujours, je pense, le traumatisme de cette histoire. On peut pas passer outre. C'est un choc, c'est un traumatisme quand même dans une vie. Là, il n'a pas voulu s'exprimer aujourd'hui parce que lui, il veut en fait oublier, entre guillemets, tout ce qui lui est arrivé. La famille de Christophe a elle aussi été passée au crible, tout comme celle de Nathalie. On se demande ce qui nous arrive. Voilà. Perquisition à la maison, audition, oui, perquisition de la voiture aussi. Et puis après, garde à vue. Voilà. Enfin, moi, je me rappelle, je suis restée jusque vers minuit à peu près à la gendarmerie. Voilà. Continuellement des questions. On a fait l'enquête sur la famille, il n'y a pas de raison. Tout le monde était persuadé que ça venait de... On a peut-être trop focalisé sur la famille parce que tout le monde a un alibi. En tout cas, la piste familiale, qui a été une piste vraiment examinée de très près, finalement, n'aboutit pas à des mises en examen. Les années passent, sans coupable. Les gendarmes locaux se tournent alors vers Anacrim, la technologie dernier cri de l'analyse criminelle. Anacrim, c'est un logiciel en fait qui rassemble tous les éléments, tous les indices judiciaires et qui en fait une synthèse. Parfois, de tout ça, il y a des pistes ou des hypothèses à creuser. Rien de déterminant n'en sortira. Pour autant, les enquêteurs ont à cœur d'explorer la moindre piste jusqu'à cette photo du chanteur Jean Schulteis, retrouvée dans les effets personnels de Nathalie Espagné. Effectivement, elle avait une photo parce qu'elle l'aimait bien. Schulteis s'est dit non, mais nous, je n'en connais pas, non, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, ça a été vérifié. Il fallait faire. C'est pour ça que c'est important quand je vous dis il faut fermer les portes. On y est allé à Paris. Voilà. La dernière porte se referme en 2003. 9 ans après le meurtre de Nathalie Espagné, le juge d'instruction clôt le dossier et ses 2000 pages. Une ordonnance de non-lieu dans le jargon juridique. Concrètement, la fin de l'enquête. L'affaire Nathalie Espagné, tombée aux oubliettes, ressurgit l'an dernier à la faveur de 7 articles dans le journal Le Parisien. J'ai une très bonne source qui me parle de cette affaire, qui me dit qu'il faut que je m'y intéresse. Et surtout, qui me désigne un assassin présumé. Coïncidence troublante, l'homme apparaît dans l'enquête. À l'époque détenu, il écrit depuis sa prison à tous les protagonistes du dossier pour dénoncer, comme auteur du meurtre, un membre de sa famille. Aujourd'hui libre, nous l'avons retrouvé et il maintient la même version. Il raconte très bien, 30 ans après, exactement ce qu'il a écrit à l'époque, comme si c'est quelque chose qu'il avait appris par cœur. Mais sa mémoire est beaucoup moins précise pour se souvenir de Nathalie Espagné. Et vous, Nathalie Espagné, vous la connaissez ? Peut-être au début, mais bon, pas qui c'est. En revanche, il reconnaît avoir fréquenté, comme la jeune femme, le bar L'Atlantide. Je connais. Bon, j'y allais boire un café au Lorica. Nathalie Espagné a-t-elle fait une mauvaise rencontre dans ce bar? L'établissement a changé de nom, mais il existe toujours et il occupe encore les pensées de l'ancien directeur d'enquête. À l'Atlantide, il y avait des chauffeurs de camions qui s'arrêtaient des étrangers. Ils se garaient, et ils allaient à pied jusqu'au bar et après ils rentraient du bar jusqu'à salle. Ces chauffeurs donc dorment à côté de couvercle du terrain. Que par la suite, j'ai su qu'il y avait un chauffeur routier qui était un tueur en série allemand. Volker Ecker, dit le tueur au Polaroid, arrêté en 2006 et accusé du meurtre de 19 jeunes femmes. Et il est passé à Bordeaux. Il est passé à Bordeaux. Il faut bien se rappeler que dans ses périples à travers l'Europe, il est passé à Bordeaux. Il avait un mode opératoire particulier et les caractéristiques des constatations correspondent à la pratique de ce monsieur. Volker Ecker s'est suicidé en prison en portant ses secrets. L'ancien gendarme n'a jamais pu enquêter sur cette piste qu'il découvre alors qu'il est à la retraite. Le dossier, lui, est fermé depuis trop longtemps pour que le pôle Cold Case de Nanterre puisse s'en emparer. Non, je trouve que c'est pas normal, parce que quand il y a des nouveaux éléments, on pourrait faire ressortir ces éléments-là. Là, ça vaut le coup quand même de vérifier, ça coûte rien.
Un avis partagé par la famille de la victime. Je me dis, pourquoi fermer une affaire? Pourquoi pas la laisser ouverte pour qu'à tout moment, on ne sait jamais, quelqu'un peut parler. Il y a forcément des gens qui savent quelque chose. C'est obligé. Mais c'est quand même toujours un poids qui est là et qu'on se dit peut-être que cette personne qui a fait ça, on la croise tous les jours. Peut-être qu'on la côtoie, peut-être qu'on l'a connue quand on était enfant. Il y a toujours des questions. Et toujours pas de réponse 31 ans plus tard. À moins qu'une mémoire ou une conscience ne se réveille pour que l'on sache enfin qui a tué Nathalie Espagnier.